Juste pour présenter l'ouvrage dans son contexte, il s'inscrit dans une collection, donc la collection Métron, du nom de son fondateur, qui est le premier historien de l'anarchisme, qui est celui qui a fait rentrer l'histoire de l'anarchisme à l'université, ce qui avait fait scandale d'ailleurs à l'époque, puisqu'il a été très critiqué pour cela. Il pense son œuvre dans les années 50, au moment où on est en plein contexte du culte de la personnalité, des grands hommes, des grands chefs. Et lui, il a voulu redonner la place à ceux qu'il appelait les obscurs et sans grade, donc les simples militants, ceux que l'histoire le plus souvent oublie. Et donc il a construit un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, qui est devenu maintenant dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social, pour élargir un peu. Et donc, cette année, le Métron, la collection fête ses 50 ans, et ça nous tenait à cœur de publier cet ouvrage pour les 50 ans du Métron, justement sur un ouvrage sur les anarchistes pour revenir aux sources de ce qui a été le travail de Jean Métron. Peut-être présenter le travail qui a été fourni. Donc, le premier appel à contribution, je crois, est paru dans le Monde Libertaire en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est un travail de longue haleine, 9 ans. Il a fallu réunir le soutien d'historiens spécialistes. Donc Claude Pentier, qui est directeur de la collection, a chapeauté la réalisation de l'ouvrage. Des militants qui ont fait un travail énorme de consultation d'archives. Thierry, bien placé pour le savoir. Et Anthony Laurie, qui avait mis en place un site qui nous permettait, nous, de publier les notices en ligne et de tous y avoir accès immédiatement pour pouvoir les compléter, les retravailler, réagir aux notices, donner des compléments. Donc ça a été un travail extrêmement précieux. Il faut rendre hommage à Anthony, d'ailleurs, qui nous a malheureusement quittés cette année. Sans lui, ce dictionnaire n'aurait pas pu se faire. Pourquoi un dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone? On a voulu prendre en compte les militants anarchistes, évidemment de la métropole, mais également belges, suisses, québécois, certains du Maghreb, il y en a peu malheureusement, mais on a voulu élargir autant que possible. Tous les courants sont représentés, les individualistes, les communistes libertaires, les milieux libres, je pense à la notice de Georges Buteau par exemple. Et c'est pour ça qu'on a réuni le concours de spécialistes très large sur toutes les époques. Donc Guillaume Davranche, par exemple, qui a rédigé beaucoup de notices pour les anarchistes du 19e. Anne Steiner aussi sur les individualistes qu'elle connaît par cœur. Et puis Hugues Lenoir qui connaît très bien les périodes plus récentes. Donc voilà, c'est un dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone depuis ses origines jusqu'à nos jours. En sachant que dans la version papier, on n'a retenu que les morts, mais que les vivants trouvent leur place sur le site. Je te laisse la parole peut-être. On n'a pris que les morts parce qu'il y avait un problème, ça a beau être des anarchistes, il y a quand même un ego. Donc si on va mettre un vivant et pas l'autre, ceci dit, il y en a un qui est encore vivant, qui est dedans. J'ai repéré hier, Joe Salamero, qui est de Bordeaux. Donc moi, ce que je voulais un peu présenter en quelques points la raison de ce dico, pourquoi des anarchistes s'intéressent à faire ça, parce que là, Julien présente dans l'esprit du Métron, bon, ça correspond à l'esprit du Métron, je vais voir pourquoi certains anards ne voulaient pas qu'il y ait un dictionnaire anarchiste. La raison de ce dico et la façon de travailler et les lacunes, parce que ce dico, il a clairement des lacunes. Et enfin, si ça intéresse ou quoi, Julien et moi, on pourra présenter certains personnages qui sont dans le dictionnaire, des personnages alors qui nous permettent des parcours particuliers ou des parcours complètement, enfin j'allais dire banals, mais bon, il n'y en a pas chez ces gens-là, c'est rare de trouver des parcours vraiment banals quand on se bat à cette époque contre toute forme d'oppression. Et donc on pourra vous parler de quelques notices qui sont présentes dans le dictionnaire papier. La diversité aussi. Et la diversité, oui. Alors, la raison de ce dico, l'anarchisme, quand on en parle, de façon historique, il est très souvent résumé à la période des attentats. C'est-à-dire les anarchistes, des porteurs de bombes. C'est pas faux, ils l'ont fait, ils le font encore, en Italie on en a vu récemment, mais si on résumait ça à l'anarchisme, ce serait vraiment soit par malhonnêteté,
parce qu'on veut quelque part faire en sorte que l'anarchisme ne prenne pas le pouvoir, on va dire, dans les têtes des gens, soit par méconnaissance. L'anarchisme, les bombes, c'est 3 ans dans l'histoire de l'anarchisme, c'est 1893, 14, 15 ou 92, 13, 14, 1800. C'était il y a plus d'un siècle. Et c'était pensé, c'était expliqué. C'est parce qu'ils pensaient que la révolution arrivait et il fallait que le prolo, c'était sûr, la révolution allait avoir lieu dans 10 ans quand on lit des écrits de l'époque. Et par les bombes, ça allait éveiller les consciences et c'était parti. Un autre monde arrivait. Bon, ils se sont aperçus quelques temps après, suite aux grosses répressions et au fait que la masse des ouvriers n'a pas bougé, en tout cas pas comme on s'y attendait. Donc ils ont arrêté, c'est là où il y a eu une grande rentrée dans les syndicats, dans les milieux libres, comme tu en parlais tout à l'heure, etc. Donc voilà, l'anarchisme, on se dit, quand on regarde l'histoire de l'anarchisme, quand on parle avec des personnes qui ne sont pas au fait de ce que c'est l'histoire du mouvement anarchiste, ben voilà, ce sont des attentats, ce sont le couteau entre les dents, un peu comme l'image qu'on a des communistes. Donc ce dictionnaire, en parlant des individus, il est là pour montrer que tout n'est pas si simple. Et que chez les anarchistes, quand on regarde certaines notices, il y a des personnes qui sont fondamentalement contre toutes sortes de violences, parce qu'on parle ça, on dit des non-violents, et ces personnes-là, en fait, partent du principe qu'une quelconque violence sur un individu est un acte d'autoritarisme. Et comme un anarchiste combat toutes sortes d'autoritarisme et d'oppression, eh bien, le fait de frapper quelqu'un, quelle que soit la raison, on est en dehors de nos principes. Bon. C'est une position qui existe dans le mouvement anarchiste, et d'ailleurs ailleurs aussi. Pourquoi on fait un dictionnaire biographique du mouvement anarchiste aussi, c'est parce que le mouvement anarchiste, au niveau de l'histoire, et encore plus des individus, il est complètement effacé, mis de côté par les autres organisations politiques. Je pourrais en citer des tonnes, mais dès qu'on commence à parler d'événements sociaux, parler 1936, on peut parler donc en Espagne ou en France, on peut parler aussi de la révolution en Russie. On ne parlera pas du mouvement anarchiste. On peut parler aussi de la Seconde Guerre mondiale. Quand on parle de la résistance, on parle beaucoup de certains courants, mais on ne parle pas des anarchistes. Et il y a des raisons pour lesquelles on ne parle pas de ces gens-là. C'est parce que très souvent, ils ne cherchent pas à faire de la publicité autour de ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je prends cet exemple-là parce que René Bianco, qui est une personne qui avait créé qui avait participé à la création du Centre international de recherche sur l'anarchisme qui est à Marseille, avait fait un travail de mémoire sur les anarchistes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un document qui existe encore au CIRAC, qui est consultable. Il était allé interviewer des personnes pour voir ce qu'elles avaient fait, ces personnes-là, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et toutes celles qui ont aidé tous ceux qui étaient pourchassés, quels qu'ils soient, le disent clairement. Nous, notre principe, c'était pas d'avoir de décoration, pas d'avoir de médaille. On n'avait pas besoin d'en parler, c'était normal de faire ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, on l'a toujours fait. Donc pendant la guerre, pendant des moments aussi sombres, on a continué ce qu'on faisait d'habitude. Et tout à l'heure, dans une notice dont je vous parlerai tout à l'heure, je parlerai d'un personnage qui à Marseille était très important, c'est André Arru, de son vrai nom Solière, qui pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, a fait énormément de faux papiers, a caché des personnes, etc. Mais donc, ces groupes politiques vont tout faire pour effacer le mouvement anarchiste. Pourquoi ? Ce serait à eux à demander pourquoi ils font ça. Ils considèrent que le mouvement anarchiste n'a pas d'importance. Alors quand on regarde le mouvement ouvrier, je sais que les trotskistes parlent du mouvement anarchiste en disant c'est l'adolescence ou quelque chose comme ça, du mouvement ouvrier. Parce qu'après, une fois que le mouvement ouvrier s'est réveillé, il est passé à autre chose que l'anarchisme. Donc je parle de ça en 1917, c'est là où après le mouvement anarchiste n'est plus important dans le mouvement ouvrier, on n'en parle plus, il n'est plus aussi influent. Et donc il y a cette histoire-là, donc on pense qu'une autre façon de penser plus autoritaire qui descendrait, donc le parti politique mélangé avec le syndicat est beaucoup plus important et fonctionnerait mieux que cette idée-là de syndicalisme révolutionnaire que portent les anarchistes, une partie des anarchistes qui seraient en dehors de toute organisation politique. Et puis aussi, parce qu'ils ont peur aussi, ils avaient peur, je ne sais pas s'ils ont encore peur aujourd'hui, de ce mouvement anarchiste qui dit ni Dieu ni maître, ni ordre moral.
ni quelqu'un qui pense à ma place, ni quelqu'un qui décide à ma place. Et ça, pour des personnes qui touchent au pouvoir, qui goûtent au pouvoir à travers des organisations politiques, eh ben c'est délicat parce que ça voudrait dire remettre en place leur rayonnement et leur pouvoir. Donc un anarchiste, au final, même s'il est tout seul face à 10 personnes, il fait peur parce qu'il peut aussi, enfin, il fait peur, il faut relativiser, mais il est inquiétant parce qu'il peut faire penser la condition dans laquelle se trouvent les autres personnes vis-à-vis d'un penseur et d'un décideur, ou d'une décideuse d'ailleurs. Et au sein du mouvement anarchiste, pourquoi un dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone nous a intéressés, nous, militants anarchistes? Oui, juste une parenthèse, ce qui est intéressant dans ce dictionnaire, c'est que dès le départ, il nous a été demandé, aussi bien des historiens, des militants de base. Enfin, moi je ne suis pas historien, hein, je suis professeur dans un collège de physique-chimie, donc l'histoire, ce n'est pas ma partie. Et donc, mais par contre, voilà, sur le terrain j'y suis, et à force d'être militant aussi bénévole au CIRA, dont je parlais tout à l'heure, depuis 15 ans, je connais un peu l'histoire du mouvement anarchiste et des individus, etc. Donc, on m'a demandé si je voulais bien participer, j'ai dit ok, et je me suis retrouvé non pas avec des intellectuels, comme on dit, vous savez, comme ça fait des fois peur, c'est-à-dire des penseurs universitaires, non, il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout, et c'était ça qui était très riche de cette façon de fonctionner. Donc ça, je disais ça parce que ce dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone est important, parce que dans le mouvement anarchiste, il y a aussi un problème, c'est qu'il y a des différents courants. Il y en a, on en identifie 3, mais en fait c'est un peu plus complexe que ça. Donc il y a tu en as parlé tout à l'heure, il y a les individualistes, les communistes libertaires et les anarcho-syndicalistes ou syndicalistes révolutionnaires. Gaetano Manfredonia, qui est une personne qui a écrit pas mal de bouquins sur l'individualisme, mais qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les changements sociaux », je crois que c'est ça, aux éditions de l'Atelier de création libertaire. Lui redéfinit complètement les courants du mouvement anarchiste en parlant, il explique que ces différents mouvements, comme s'ils étaient dans des cases bien fixées, dans des colonnes bien fixées, ben non, en fait, ils s'entrecoupent. On a pu voir que des syndicalistes révolutionnaires se retrouvaient avec des positions de certains individualistes, notamment en ce qui concerne l'hygiène, en ce qui concerne l'alcool. Par exemple, au début du siècle, dans les bourses du travail, il y avait écrit « tout alcool est interdit, sauf la bière et le vin ». Ce n'était pas considéré comme de l'alcool. Mais bon, le vin, à l'époque, était beaucoup moins fort en degrés qu'aujourd'hui. Alors, ils se recoupent comme ça. Ce n'était pas stricto sensu une colonne d'individualistes, syndicalistes révolutionnaires, communistes libertaires. Et pourtant, ces gens-là, au sein du mouvement anarchiste, se font aussi une sorte de guerre. Les individualistes, aujourd'hui, si on voudrait parler du mouvement individualiste avec ce qu'on pourrait définir comme un communiste libertaire, ce sont des gens qui sont néfastes au mouvement anarchiste et au mouvement social. D'après eux, ce n'est pas mes propos. Pour les individualistes, si on leur parle de ceux qui sont organisés au sein de syndicats, ce sont des gens néfastes pour l'individu, parce que toute organisation est source d'oppression. Et donc un syndicat, c'est une oppression sur l'individu, dans le sens stirnérien, ou dans le sens tout simplement individualiste, parce que le mouvement individualiste, en France en tout cas, c'est pensé avant même que les propos de Stirner aient été connus, étaient traduits en français. Et donc, avec un dictionnaire comme celui-là, en potassant, alors on ne va pas lire ça tous les jours, parce que c'est un peu pénible de lire des biographies des personnes tous les soirs, à moins de lire ça à ses enfants pour les endormir. C'est intéressant de voir cette diversité des personnes, et en fait que l'anarchisme, on ne peut pas le définir au final. Enfin, il y a deux mots qui me viennent toujours, c'est contre toutes sortes de domination et d'oppression. Après, certains se réclament du communisme libertaire, je veux bien, mais bon, quand on les entend parler ne serait-ce que sur l'amour libre ou sur ça, c'est des idées qui ont été développées au tout départ par les individualistes. Dans le milieu individualiste, les naturiens, on appelait ça, qui sont partis vraiment la source de la nature, sans délire écologique quel qu'il soit, parce que le mot n'existait pas, mais vraiment c'était cette idée-là, on va vivre le communisme libre. On va vraiment vivre un vrai communisme. Ah bah tiens, c'est des communistes. Non, pas du tout, la plupart ce sont des individualistes. Mais ils se disent, le communisme ne fait pas peur, tant qu'il n'y a pas une organisation au-dessus de nous qui nous dit on va répartir comme ça la production, on va répartir la consommation. Non, on va vivre ensemble dans un milieu libre, et on va définir nous-mêmes comment on va vivre. Alors, c'est assez drôle,
avec le recul, mais ça devait être très décevant à l'époque, c'est que très souvent ces milieux libres se sont effondrés pour des relations sexuelles. Parce que l'amour libre, c'est joli sur le papier, mais quand il faut commencer à... Quand la femme s'émancipe vraiment en disant bah, « moi je vais aller avec qui je veux », bah, là les mecs qui ont beau l'air de dire « nous on est émancipés bah, », ils ne le sont pas tout à fait, hein. Il y a encore cette idée de possession. Donc il y a eu beaucoup d'histoires à cause de ça. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des analyses, ce sont même des écrits de l'époque hein, qui ont été, qui le disent clairement. Hein. C'est des problèmes relationnels entre hommes et femmes, et puis des jalousies, etc. Des problèmes et puis comme dans le mouvement anarchiste encore aujourd'hui, on va retrouver ceux qui profitent. Donc ils se disent anarchistes, ils viennent, ils profitent de ce que les autres font en commune et de façon communiste. Et puis en fait, ils font rien, donc au bout d'un moment, ces gens-là sont agacés, parce que quand on vit dans le rien du tout, ben, on le voit d'un mauvais œil, celui qui fait encore moins que rien. Donc voilà, c'était des disputes qui partaient de là. Juste Thierry, peut-être rappeler 3 points de cet ouvrage-là. Le premier point, c'est que la meilleure façon pour le mouvement anarchiste contemporain, puisqu'on parle de ça, d'assurer une visibilité, de remettre en scène l'idée sur laquelle il est partie prenante des processus de transformation sociale aujourd'hui comme hier, et hier notamment dans le mouvement ouvrier, c'est plus très vrai aujourd'hui, c'était d'assurer lui-même un travail d'historiographie pour précisément permettre de s'approprier ce que les universitaires en particulier ont très souvent maltraité, méconnu volontairement ou involontairement. Donc ce travail-là, il a aussi cette importance-là, consistant à resituer l'histoire du mouvement anarchiste d'hier et encore d'aujourd'hui dans un contexte plus général et d'assurer ainsi une meilleure visibilité. Oui, le second point, c'est que l'ouvrage doit son travail et son originalité forte en tout cas à la forme des contributions qui ont été apportées, à savoir qu'en effet, on a dans cette contribution les apports essentiels d'historiens et d'historiennes du mouvement ouvrier et anarchiste en particulier, mais aussi les contributions, là aussi décisives, de militants et de militantes du mouvement anarchiste aujourd'hui, qui ont pu, par leur connaissance, les rendre compte qu'ils avaient pu faire, les documentations qu'ils ont pu consulter aux archives départementales, par exemple, on parlait que de ça, apporter effectivement des éléments décisifs, parce que bien sûr, on ne peut pas avoir des personnes présentes sur tout l'ensemble du territoire français, par exemple, si on parle de l'Hexagone. Et donc, le recours à des personnes qui étaient sur le terrain, des militants en général, militantes, ont permis cette complémentarité-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre originalité forte de cet ouvrage-là, c'est que pour une fois, des historiens et des historiennes acceptaient de mettre en commun leurs matériaux. En général, c'est souvent un peu chasse gardée, quoi. J'ai mes matériaux, je les garde, je ne les partage pas. Et là, précisément, l'originalité forte de ce travail-là, c'est précisément que là, nous mettions tous et toutes en commun les matériaux que nous avons sur les mêmes personnes, permettant ainsi de compléter les notices de façon souvent très substantielle pour essayer de reconstruire le mieux possible, le plus complètement possible en tout cas, les parcours de ceux et celles qui aujourd'hui peuplent cet ouvrage-là. Ce qui n'a pas été précisé par ailleurs, c'est que cet ouvrage-là comporte 500 notices dans l'ouvrage papier, encore une fois, et que l'achat de cet ouvrage-là permet d'accéder à 3200 notices en ligne. Cette forme fut largement discutée. Est-ce qu'il fallait mettre ou pas ces notices-là en ligne? Mais effectivement, on imagine mal réaliser un ouvrage papier comportant 3700 notices, parce que c'est énorme, extrêmement coûteux, très compliqué à mettre en œuvre. Donc 500 notices papier, 3200 notices en ligne, qui sont donc accessibles grâce à l'achat de l'ouvrage en question. Je suis de ceux qui considèrent que, parce qu'il y a un corpus d'idées anarchistes, même si effectivement elles sont diverses, voire hétéroclites parfois, parce qu'il existe un corpus de valeurs, de références historiques anarchistes, spécifiquement anarchistes, je veux dire, cet ouvrage-là a pu se faire. C'est-à-dire que, effectivement, quand on parle de mouvement anarchiste, on fait nécessairement référence à une histoire des idées, à des débats, à des références éthiques, politiques, philosophiques, sociales, j'en passe les meilleurs, et que c'est précisément ce qui a permis à cet ouvrage-là de voir le jour, pour encore une fois permettre au mouvement anarchiste, donc dans sa globalité, dans sa complexité, de prendre toute sa place dans une historiographie qui aujourd'hui effectivement appelle à être révisée et en tout cas complétée par cet ouvrage-là. La lecture des notices, qui sont toutes intéressantes, honnêtement, enfin, je ne dis pas ça parce qu'on est là pour en parler, mais honnêtement, moi ça m'a toujours intéressé de lire des biographies de personnes, et pas simplement de personnages, de gens célèbres, mais de personnes,
Parce que précisément, ces notices donnent à voir comment des gens, des hommes et des femmes, en général de conditions très modestes, ont pu participer à leur époque, dans leur contexte, avec les outils qui étaient les leurs, à la lutte pour l'émancipation sociale et humaine. Et ça, c'est fondamental. Et ça renvoie au débat qu'on a eu souvent ici à Horizon, durant la journée d'hier, et qu'on aura encore aujourd'hui, je pense, qui est la question de savoir si aujourd'hui les conditions de la lutte sociale, et pas simplement anarchiste pour le coup, mais si aujourd'hui les conditions de la lutte sociale sont plus dures que pour nos prédécesseurs et nos prédécesseuses. Je suis de ceux qui considèrent qu'à la lecture de ces notices-là, précisément, on se rend compte que la lutte sociale à l'époque était bien plus difficile, pour plein de raisons, qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, si effectivement les conditions qui sont les nôtres sont complexes, sont lourdes, voire même parfois pesantes, et je renvoie au débat qu'on a eu hier ici même avec Philippe Corcuff par rapport à l'extrême droitisation de la France, pour ce qui nous concerne, pour autant, il faut se rappeler effectivement que les conditions de ceux et celles qui ont vécu ces époques-là ont été infiniment plus difficiles, infiniment plus dures, qu'elles ont été source d'assassinats, de prisons, de bagnes, de répression, de terribles conditions de vie et de survie parfois, simplement parce que ces personnes-là voulaient participer effectivement, avec donc leurs outils dans leur contexte, au nécessaire effort collectif, individuel et collectif à mener pour l'émancipation sociale et humaine. Chaque notice a sa singularité, et précisément, le pari de cet ouvrage-là, c'est de constituer une histoire collective d'un mouvement anarchiste à partir des singularités qui l'ont peuplé, qui l'ont constitué et qui aujourd'hui continuent à la caractériser. Effectivement, il n'y a pas un profil type anarchiste, homme ou femme. Il y a des individus qui ont composé et enrichi cette histoire-là, qui aujourd'hui est baptisée de façon un peu générique d'histoire du mouvement anarchiste. Vous avez rappelé tous les deux, et avec raison, le travail militant qui a été fait autour de cet ouvrage, parce que sans les militants qui tiennent par exemple le CIRA de Marseille, ou Marianne évidemment au CIRA de Lausanne, on ne présentera pas le travail de Marianne évidemment, Marianne Henkel, oui, qui dirige donc le CIRA de Lausanne et qui fait un travail énorme. Cet ouvrage s'est fait, c'est pour ça qu'il est entré aussi dans une collection et qu'il a été dirigé par des historiens, c'est qu'il s'est fait avec toute la rigueur historique nécessaire, toute la rigueur historique nécessaire. On s'appuie sur des sources, il y a eu un travail de consultation de sources, de confrontation des sources, je pense voilà, les sources de la police confrontées aux journaux anarchistes, voilà, on n'entend pas le même son de cloche, et évidemment, et donc il fallait faire du tri. Donc ça c'était pour rappeler que oui, il y a un travail militant, mais que c'est un ouvrage historiquement solide. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur la diversité du mouvement que tu as aussi évoqué et qui est essentielle, parce que c'est pour ça aussi qu'on s'attache à parler de parcours d'individus et de montrer toute leur diversité. C'est qu'on ne peut pas comprendre le mouvement social, à quelque époque que ce soit d'ailleurs, le mouvement ouvrier, le mouvement social, sans s'attacher au parcours de ceux qui le composent. Et c'est pour ça que même justement ce que tu disais sur le fait que les mouvements se rencontrent à un moment ou à un autre, lire ces notices permet de voir qu'il n'y a pas voilà, trois ou quatre cases, voilà, syndicalistes, anarchistes, communistes, illégalistes et milieu libre, mais que tous se côtoient. Je pense, moi j'ai beaucoup travaillé surtout sur la fin du 19e et le début du 20e. Par exemple, Fernand Peloutier, qui est celui qui fonde véritablement les bourses du travail et qui fonde le mouvement syndicaliste en France. Il publie son article, l'un de ses premiers articles fondateurs, dans Les Temps Nouveaux, qui est le journal anarchiste communiste. Et donc ça montre bien que ces gens, même s'ils ont pu s'engueuler, s'étriper sur certains points, ils se côtoient et ils n'oublient jamais que l'autre est un camarade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est moi aussi, je suis en désaccord avec toi quand tu dis sur la lecture des notices. Je pense que l'intérêt de ce livre, comme des autres livres qui reprennent des biographies de militants, c'est de se perdre. Il n'y a pas une lecture linéaire, on ne lit pas le Métron comme on lit un roman.
on se perd dans des parcours, on découvre des gens. C'est pour ça qu'il y a un système de renvoi aussi, quand on croise d'autres noms, pour montrer qu'il existe une notice pour aller se perdre dans des parcours. Et c'est ça qui est passionnant à la lecture de ce livre. C'est de voir toute la richesse on a des gens des militants qui viennent de milieux extrêmement modestes, orphelins, d'autres qui viennent de milieux beaucoup plus bourgeois. On a des gens qui décident de prendre la bombe, et Émile Henry, évidemment, Caserio, qu'on ne représentera plus. D'autres qui pensent plutôt le mouvement et ses perspectives dans le cadre de l'éducation. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est de montrer justement qu'il n'y a pas un mouvement anarchiste. Enfin, ça de toute façon c'est de notoriété publique, mais ça permet de l'illustrer. Le fait qu'il n'y a pas une véritable doctrine et que c'est un mouvement extrêmement riche et qui a énormément pensé et contribué justement au mouvement social en ouvrant des différentes perspectives. Si la CGT, on peut rappeler que c'est les anarchistes qui fondent la CGT par exemple. Donc ils ont contribué, s'ils sont parfois un peu oubliés, ils ont contribué de façon extrêmement riche au mouvement ouvrier. Il y a un truc qu'il faut préciser, c'est les personnes qu'on a choisies pour mettre dans le dictionnaire anarchiste, il faut qu'elles aient milité avant 1981. Voilà, c'était la limite. Bon, en gros, je pense que j'étais pas là à l'origine du dictionnaire, donc je pense que comme on dit que que le mouvement anarchiste, d'une façon sociale, arrive en 1880-1881, donc peut-être que l'idée, quand les copains et les copines ont mis en place le dictionnaire, ils se sont dit 100 ans, ou alors c'est parce que 1980, c'est par rapport à... On commence un peu plus tôt quand même, on a des notices, on a Varlin par exemple, Varlin qui est oui, d'accord, plus anarchiste. Oui, c'est vrai, oui. Mais bon, en tout cas, c'est pas avant 1980. Pas tous ceux qui ont milité après 1981, ils ne sont pas dans le DICO. Voilà, bon, ça, c'est des limites qui ont été données. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas perdre cette histoire. Parce que si, c'est un peu bête à dire, et puis si M. Jean Métron, qui n'était pas anarchiste, ou si d'autres anarchistes n'avaient pas écrit l'histoire du mouvement anarchisme, on aurait beaucoup perdu de choses. Et s'il n'y avait pas, on aurait perdu beaucoup de documents, de témoignages, et tout simplement de cette histoire-là. Et c'est vrai que de lire ces notices-là, ça nous montre qu'il y a une richesse éblouissante, j'ai envie de dire. Comment on a travaillé? Bon, je crois que les copains, là, ils ont expliqué comment. Par Internet énormément, on se rencontrait de temps en temps, des échanges d'informations. Dès qu'il y en a un de nous qui partait aux archives, qui trouvait, parce que comme les anarchistes, il y en avait certains, bougeaient énormément, surtout à cette époque-là, soit à la Cloche de Bois, mais ça, on déménageait à la Cloche de Bois, donc pour ne pas payer les traites au bout de 6 mois. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, donc il y a des copains qui venaient, qui amenaient qui déménageaient dans la nuit, et hop, donc on serrait la concierge ou le concierge pour pas qu'il appelle les flics, on le bloquait dans un coin, et hop, on amenait les meubles dans une autre maison. Et donc, quand on veut suivre ces gens-là, quand on fait des recherches sur des personnages, il faut suivre, hein, ils ont déménagé à tel endroit, et c'est pas écrit par les flics, ils disent pas, parce qu'évidemment, le plus d'infos, c'est chez les Condés qu'on les a. Donc, ils disent pas à déménager à la Cloche de Bois, ça c'était un terme plutôt de militants et de militantes. Donc, c'est nous qui interprétons des fois. Quand on va rechercher dans les archives, on se dit, tiens, lui, c'est bizarre. Il reste dans le quartier, mais il déménage tous les 6 mois, donc il y a un truc. Et puis, il y a les trimardeurs, donc ceux qui partaient, qui fuyaient un coin parce qu'il s'est passé un truc dans leur ville, donc ils partaient dans une autre ville, par le train, hein, voilà, comme les hobos un peu aux États-Unis, et donc ils partaient sur les routes, et ces gens-là, pour les suivre, moi, si je suis à Marseille, que je tombe sur un dossier d'un gars qui est censé venir de Paris, j'envoyais un mail aux copains et aux copines de Paris, vous connaissez ce gars-là? Ah oui, tiens, moi j'ai dans mes fichiers, on ne savait pas où il était passé en telle année, voilà, il est arrivé chez nous, quoi. Et donc on recoupait des infos. C'est pas arrivé souvent parce que c'est pas si facile à faire, mais ça c'était des façons d'échanger des informations. Ce qui est intéressant, la façon de travailler aujourd'hui, lui, le dictionnaire, il est fini, c'est du papier, mais sur Internet, c'est passionnant parce qu'on a des familles qui nous contactent des fois. On a des personnes qui pensent que ça peut être leur grand-père qui était à tel endroit, il s'appelait comme ça, est-ce que vous êtes au courant? Donc hop, donc moi quand je dis nous, c'est au CIRA, parce que c'est vrai que les gens ne pensent pas à écrire au Métron, donc ils vont voir les centres de recherche. Donc nous au CIRA à Marseille, on a cet avantage-là, c'est qu'on a le DICO, on a une très bonne relation avec les gens du Métron, donc on peut échanger comme ça et renseigner des gens. Alors ça peut être des universitaires ou des individus qui cherchent sur leur famille.
Et puis nous, on est égoïstes hein, aussi, on est des individus. Nous, ça nous intéresse que les gens viennent nous voir parce qu'on se dit ah ouais, vous n'avez pas des photos, vous n'aurez pas des documents écrits, non, bon, tant pis. Surtout sur la guerre 14-18, on n'a aucune, à ma connaissance, mais ça peut-être que vous allez me dire que je me suis trompé là aussi, mais j'ai pas de connaissance d'écrits d'anarchistes pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, mais pendant la Première Guerre mondiale, j'ai pas de il s'étripe un peu quoi, à ce moment-là. Hein c'est beaucoup parce que c'est le moment où il se scinde entre ceux qui prennent parti pour l'union sacrée et ceux qui sont pacifistes, qui refusent l'union sacrée, qui se battent contre ça. Donc ça crée une véritable scission au sein du mouvement. On en a une partie qui se réfugie, notamment à Londres. Je pense à Kropotkin, Jean Grave, etc. D'autres qui restent en France et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent contre la guerre. Donc c'est aussi pour ça ça pose un problème au niveau des traces du mouvement à ce moment-là. Il explose. Et après les lacunes, je voulais juste parler un peu des lacunes. Les femmes, on n'a pas beaucoup par rapport à tout ce qui a été fait. L'explication est très simple. Hein. Pour les flics, les femmes, elles ne sont pas intéressantes. Même si elles militent, elles sont là. Pour peu qu'elles soient, comme je parlais de l'amour libre tout à l'heure, donc c'est intéressant de voir comment... C'est intéressant. Oui, c'est intéressant de voir comment elles sont vues par la société de l'époque. Quand elles décident de pratiquer l'amour libre, ce sont des prostituées. Pour la police, il n'y a pas question... Enfin, on ne peut même pas réfléchir. L'amour libre, c'est une conception... on ne sait pas, donc ce sont des prostituées. Et quand ce ne sont pas des prostituées, parce qu'elles vont d'un lit à un autre, comme ils disent, elles n'existent pas. Elles n'existent pas, elles sont là dans les réunions, nous on le sait, parce que des fois elles apparaissent souvent dans des dossiers, donc on se dit, tiens, dans des dossiers de police, donc on se dit, il y a un truc là, elle n'est pas juste là parce qu'elle accompagne son mec ou elle sert à boire, c'est qu'elle est là, elle fait quelque chose. Et puis nous on le sait aussi parce qu'on a dans les journaux, on sait qui est cette personne et on sait qu'elle faisait des choses sur Marseille. Donc, et le problème c'est que on n'a pas, à part la documentation de police, on pourrait aussi, mais on n'a pas vraiment fait, éplucher tous les journaux anarchistes qui existaient à l'époque, et je peux vous dire qu'il y en avait des tonnes par rapport à aujourd'hui, c'est rien ce qu'il y a aujourd'hui, par rapport au début du XXe siècle, c'était énorme tout ce qui sortait comme journaux. Il faudrait tout éplucher, voir les signatures, quand ce ne sont pas des noms d'emprunt, etc. Donc on a du mal à retracer nous-mêmes, par la voie militante, les histoires des militants. Donc c'est vrai que c'est la police qui nous sert, mais on a tout le recul nécessaire pour ne pas plonger dans des absurdités de la police. Hein. Quand ce n'est pas l'exaltation, vous voyez un chiffre du flic qui est le RG aujourd'hui, qui est infiltré, il va vous dire il y avait 500 personnes, si le préfet il a besoin de police dans sa ville, il va dire il y avait 1000 personnes. Donc nous on épluche les dossiers, on va voir les chiffres de celui qui est infiltré, les chiffres du commissaire et le chiffre du préfet, ils changent, suivant la politique de l'époque. Alors, moi en tout cas, je me basais plutôt sur les chiffres de celui qui était présent sur les lieux. C'est vrai qu'il y a un grand fantasme avant la Première Guerre mondiale sur l'importance du mouvement. Même si, encore une fois, et tu l'as très justement rappelé, c'est ce que Jean Métron a appelé l'âge d'or de l'anarchisme. Parce que tu parlais de la presse, pour comparer, il n'y a qu'à voir, il existe avant 1914 à Paris 3 hebdomadaires qui se vendent bien, qui sont de très haute tenue, les Temps Nouveaux, le Libertaire et l'Anarchie. Oui. Avec la sociale aussi, mais c'est un peu différent. Voilà, on compare avec aujourd'hui, forcément, on voit ce que le mouvement a perdu aussi. Mais pour revenir, parce que c'est assez amusant, sur le fantasme qu'il y a autour de l'importance du mouvement avant-guerre, on trouve des documents d'archives. Par exemple, moi, quand je faisais mes recherches, j'avais trouvé un document sur Jean Grave, qui est donc celui qui dirigeait les Temps Nouveaux, où le policier écrit noir sur blanc, Jean Grave a une liste de 5000 anarchistes, je crois que c'est 5000 dans mes souvenirs, 5000 anarchistes sur Paris avec leur nom, leur adresse, leur histoire, leur parcours militant, c'est du grand délire. C'est absurde, oui. Et puis alors, ce qui est rigolo aussi, c'est de voir les policiers qui sont complètement exaltés et qui arrivent presque à prendre fait et cause pour le mouvement anarchiste. Dans certains propos, ils parlent les camarades, les compagnons, alors qu'il écrit à son commissaire. Et c'est arrivé très peu souvent, hein, rassurez-vous. Ou pas, ce serait pas mal, ce serait rigolo. Enfin, je sais pas. Et moi, je voulais juste dire pourquoi...
Quand des fois je parle à des copains et des copines qui militent sur le terrain, qui me voient dans mes vieux papiers au CIRA ou là-dedans, ils disent mais ça sert à quoi ton truc là ce qu'il faut c'est aller occuper machin, aller lutter avec bidule ou aller faire le tourisme dans un mouvement à la mode. Donc je leur dis bah, pour moi tout est important. Si c'est pas moi qui ai inventé cette histoire, hein. Si on ne connaît pas notre histoire, on est condamné à la vivre, à la revivre, c'est ça à peu près la phrase. Et si on ne connaît pas le mouvement anarchiste et ce qu'il peut nous apporter, on va pas réécrire tout le temps l'histoire, parce que réécrire l'histoire, tous les militants un peu âgés, pas d'âge, mais dans le mouvement militant, savent que quand il y a des nouveaux qui arrivent, quel que soit leur âge, il faut leur réexpliquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émancipation. Et on réexplique, mais s'il faut toujours réexpliquer, on se fatigue, alors qu'il y a des sources déjà où des personnes pourraient se plonger dans des livres, dans des journaux, pour déjà, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, je ne dis pas que ça passe que par là, parce que l'action, il n'y a rien de mieux que d'agir, mais on a tellement de choses en nous qu'il faut qu'on agisse souvent de façon autoritaire. C'est intéressant de se plonger dans des parcours de personnes pour voir comment, pas pour faire des... Comment dirais-je, pour pas faire des dieux vivants, il faut faire comme lui, mais pour se dire, tiens, voilà, il a fait ses erreurs, il est parti là-dedans. Quand on voit l'histoire de Bakounine, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, monsieur Bakounine, enfin, en tout cas, moi, c'est des idées superbes, toujours sur le front, toujours à lutter, à s'affronter à un géant qui est monsieur Marx, qui n'a pas peur de lui, qui n'a pas peur de ce qu'il y a derrière, mais c'est quand même quelqu'un qui a des méthodes assez bizarres sur les sociétés secrètes, c'est quelqu'un qui n'est pas anarchiste une grande partie de sa vie, voilà, et bon, voilà, il n'y a pas d'icône, il y a l'anarchisme, comme disait je ne sais plus qui, l'anarchisme, c'est pas le nom d'une personne avec un isme derrière, suivez mon regard, c'est des individus qui se libèrent de tout, mais qui s'inspirent quand même des autres individus, parce qu'on n'est pas seul, on est tous un peu liés, quoi. Juste parce que ça fait écho à ce que tu dis à l'instant, du point de vue historique aussi, le but n'est pas de porter les militants au nu c'est pas de la géographie, c'est un travail historique, c'est une éloge du militantisme parce que ça montre des parcours, parce que Métron qui a fondé cette collection était admirait énormément les militants et qui voulait leur redonner leur place au sein d'une histoire. Mais pour autant, ça ne devient pas quelque chose de... Ouais, non, c'est pas fait pour ça. Non. C'est pas fait pour ça. Bon. Et juste pour finir, pourquoi j'avais dit, après je crois qu'on a fait notre temps, pourquoi il y a des copains et des copines anards qui étaient contre ce dictionnaire? Tout simplement parce qu'ils disent que quand on fait ce dictionnaire, en fait il faut voir l'histoire, donc comme tu l'as dit, le mettront le dictionnaire du mouvement ouvrier français. Tiens, pourquoi on sort les anarchistes des ouvriers? Et c'est quelque part, pour ses copains et ses copines, hein, moi ça s'entend, c'est faire comme si l'anarchiste n'était pas dans le mouvement ouvrier. Parce que d'un seul coup on fait leur dictionnaire à part. Bon. Ça, c'est à réfléchir. C'était pour leur donner justement une visibilité. C'est la première fois qu'on fait un dictionnaire sur un corpus politique, et parce qu'il a plus de sens que d'autres. Il parle plus que... parce qu'on a un certain nombre de dictionnaires spécialisés dans des corporations professionnelles. On a fait les cheminots, les gaz électriciens. Mais c'est la première fois qu'on fait un dictionnaire sur un corpus politique, parce que même dans l'imaginaire collectif aussi, le mouvement anarchiste résonne, c'est pas l'extirper du mouvement ouvrier, c'est lui donner une visibilité propre. C'est pas ma position, hein, c'est ce que certains craignent. Je les rassure comme ça.